Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette FAQ. Il y a beaucoup de questions. Alors on va commencer tout de suite. Alors d'abord j'ai plusieurs questions que je vais éluder. Pourquoi 42 ? C'est quoi la différence entre les différents types de filtres infrarouges ? Peux-tu nous proposer des objectifs avec de bons rapports qualité-prix pour les petits voire très petits budgets ? Et quels sont les conseils que tu peux donner pour la photo animalière ? Tout ça, j'y ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Ensuite, j'ai des gens qui me demandent si je vais venir dans leur région, si je vais faire des workshops, des sorties photos, des rencontres, des apéros, tout ça. J'aimerais bien, mais je manque cruellement de temps pour les workshops et tout ça. J'arrive pas à caser ça dans mon emploi du temps. Il faut aussi vous dire que les sujets photos que je traite ne se prêtent pas forcément toujours trop bien au workshop. Je pense notamment aux orages ou aux photos du ciel nocturne. Vous prévoyez ça 2 semaines, 1 mois à l'avance et le jour J, il fait moche. Donc, je vais peut-être en organiser. Je verrai, mais alors il faudra partir du principe quand même que on n'est pas sûr côté météo, quoi. Voilà. Après, pour ce qui est des apéros, tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué quand je me déplace de prendre du temps pour rencontrer des gens. Surtout qu'en général je me déplace en semaine. Quand je vais dans une grande ville ou un truc comme ça, en général c'est en semaine, donc forcément proposer un apéro et lire 50 fois oui mais je travaille, c'est pas très intéressant. Donc si vous voulez me rencontrer, je vais quand même régulièrement à, je sais pas moi, des expos photos, des festivals, des trucs comme ça. Quand j'y vais, je dis que j'y vais, et donc vous pouvez me rejoindre là-bas, quoi. Ensuite, j'ai 2 personnes qui me demandent si je vais faire des concours photos sur ma page. Je dirais bien oui. Le problème, c'est que je sais pas trop, logistiquement parlant, enfin je sais pas si on peut parler de logistique, bref, je sais pas comment organiser ça. C'est-à-dire que sur une page Facebook, un concours, c'est compliqué. Comment vérifier que personne ne poste 2 fois une photo, ou toutes les centraliser quelque part, faire ça bien, les avoir en bonne qualité. Je sais pas comment je pourrais organiser ça pour que ça tienne la route. Si je trouve, je pourrais peut-être en faire de temps en temps pour m'amuser, sachant que ne vous attendez pas à... Vous m'avez demandé quoi ? Des concours sur la composition d'une photo ou des trucs comme ça, je ferai pas. Je suis beaucoup plus tordu que ça. Je vous donnerai des sujets beaucoup plus tordus. Parce que je suis un tordu. Ah, et sinon, on me demande aussi s'il y a un site particulier pour les achats de matos photo. Digit Photo, Miss Numérique et Amazon. Et avant qu'il y en ait un qui me dise oui mais Amazon c'est le mal, oui mais sur Amazon on trouve des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Donc Amazon aussi. Bon, passons maintenant aux questions qui ont eu beaucoup de j'aime, des questions qui manifestement intéressent beaucoup de monde. Alors pour la suite de la vidéo, au fait, comme il y a beaucoup de questions, je vais commencer par les questions qui ont attiré le plus de j'aime, et je vais aller progressivement vers celles qui en ont attiré le moins. Comme ça, théoriquement, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo en entier, vous voyez les trucs les plus intéressants d'abord. Donc première question, de François qui dit « Combien coûte ma photo ou comment estimer le prix de son travail ?» Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il faut se demander combien ta photo va te coûter. C'est le prix en dessous duquel il ne faut pas que tu descendes, parce que sinon, tu vas dépenser plus d'argent que tu vas en gagner. Si tu veux vendre ta photo, l'intérêt, c'est pas que ça te coûte du fric. Donc ça veut dire tes frais. Tes frais, ça va être... Alors, les gens aiment bien toujours dire l'amortissement de l'appareil photo. Oui, mais si je prends, je sais pas moi, on va dire 5000 € de matos photo, qui va quand même me tenir suffisamment pour que je fasse 100 000 photos, ça fait 5 centimes la photo. Donc évidemment, on calcule pas forcément comme ça, mais je veux dire, ne pensez pas seulement à ça. Peut-être pas en priorité, il y a d'autres frais. Je pense par exemple au kilomètre. Quand je fais 200 bornes aller, 200 bornes retour pour faire des photos, je claque 400 bornes d'essence et je passe 4 heures dans ma voiture. C'est du temps pendant lequel je ne fais rien d'autre, pendant lequel je ne gagne pas de l'argent ailleurs. Je suis sur mon lieu de travail, quoi. Donc je voudrais être payé pour ça. Donc déjà il y a les frais, l'essence, après il y a le temps que j'y passe, les fameuses 4 heures. Si vous faites des tirages, il y a le prix des tirages. Ensuite, sur tous les frais, tout ce qui va vous coûter de l'argent, il faut rajouter les charges que l'État va vous prendre, parce que bien entendu, vous déclarez votre activité. Donc, si vous calculez un prix en disant, voilà, la photo, elle me coûte tant,
et je prends ce prix-là, oui, mais l'État, il va vous prendre des charges dessus, donc ça vous coûte quand même du fric. Donc les charges, vous les comptez en plus, et une fois que vous avez compté tout ça, vous êtes juste à zéro. C'est-à-dire, votre photo, elle vous coûte rien, mais elle vous rapporte rien. Donc après, il faut encore considérer une marge sur combien vous voulez gagner sur votre photo. Et là, c'est à vous de déterminer ça, mais pas de manière arbitraire. Et là, malheureusement, j'ai envie de dire qu'il faut être bon commercial. Si vous faites des photos potables et que vous êtes un excellent commercial, vous pourrez les vendre une fortune. Si vous faites les meilleures photos du monde et que vous n'êtes pas foutu de les vendre, elles vous rapporteront rien. Donc estimer le prix d'une photo, c'est pas évident, parce que si vous êtes super connu et que vous faites une bouse, il y aura toujours un fan pour vous l'acheter une fortune. Si vous êtes le meilleur photographe du monde et que personne ne vous connaît, la meilleure photo du monde, il y a un mec qui fera de vous un grand chanceux s'il vous l'achète 50 €. Donc estimer le prix de son travail, c'est un peu compliqué, parce que finalement, ça serait plutôt apprendre à vendre ses photos suffisamment bien pour que ça rapporte de l'argent, quoi. Alors, quelle est la différence entre un pigeon? Oui. Comment, quand es-tu tombé dans le monde de photographe, dans le monde de la photographie? Tu as mis combien de temps avant de devenir pro? La photo, j'en fais depuis très longtemps. Et donc ça va être difficile de dire quand je suis tombé dedans exactement. J'en fais depuis très longtemps. Très longtemps. Combien de temps il m'a fallu pour devenir pro? Il m'a fallu le temps de le décider. C'est une décision que j'ai prise en quelques jours. Ça me trottait un petit peu dans la tête, mais bon. Mais j'ai réellement pris la décision en quelques jours, et après, j'étais pro. Professionnel, c'est dire je vis de la photo. Forcément, au début, j'en vivais pas. Ensuite, j'en ai vécu mal. Aujourd'hui, j'en vis... Je suis pas un rupin. Et c'est pas fini. J'ai pas fini de commencer à devenir pro, on va dire. Je finirai quand je serai à la retraite. L'objectif, c'est de toujours progresser. Et j'aimerais bien finir par vraiment bien gagner ma vie avec la photo, ce qui n'est pas encore le cas, donc j'ai pas fini de devenir pro, on va dire. On a une question dans le même style qui dit « Comment passer de photo loisir à gagner un peu de sous-sous pour pouvoir remplir le frigo avec la photo? Comment débuter réellement pour changer de métier à 35 ans ?» Ah oui, passer par une école, des formations, des stages, etc. Alors, je dirais que la différence entre la photo de loisir et la photo qui remplit le frigo, c'est des photos qu'on t'achète. Donc le truc, c'est d'apprendre à les vendre. Et pour ça, je suis pas vraiment persuadé que les écoles de photo te seront d'une grande aide. Je pense que quelques workshops dédiés à la vente des photos, à la vente de prestations, c'est ce qui pourrait t'aider le mieux. Quelle formation as-tu suivi pour devenir le pro que tu es aujourd'hui? Alors, j'ai fait une licence d'histoire et un master en enseignement. Et ensuite, pour ce qui est de la photo, j'étais à l'Institut National de Sur le Tas. Alors, bien que le matériel ne fasse pas le photographe, tu veux bien nous faire un What's in my bag, s'il te plaît? Et là, il y a eu beaucoup de j'aime. Alors, oui, on va faire un What's in my bag. Alors, dans mon sac, j'ai un Colt détective spécial 9 mm chargé. J'ai des montres de luxe. J'ai... C'est quoi ça? On s'en fout ça. J'ai des faux papiers. J'ai... Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je crois que je me suis trompé de sac. Alors, what's in my real bag? On va commencer par les poches de côté. Un intervalomètre. Une lampe frontale. Des batteries. 2. Ça change pas grand chose, mais il y en a 2. Des médicaments contre l'asthme, parce que je fais un peu d'asthme.
et que quand il faut courir, des fois je le sens après. Stylo calepin. Ensuite, un chiffon, comment ça s'appelle, microfibre, truc pour essuyer, voilà. Une carte SD en RAW. Un 1635 de 8. Des capuchons. Que je mets quand même jamais de toute façon sur les objets. Je suis un gros crado, hein. J'ai ramené mon appareil à nettoyer là il y a quelques jours. Le nettoyeur il m'a dit j'en revois rarement des aussi sales. Ils sont toujours très sales, mes objets et mes appareils. Mais ils marchent très bien. Hein. 51,8. 70-200 de 8. Celui-là il a le bouchon parce que je l'avais stocké pendant quelques temps. Et multiplicateur x2, la version 3, donc le dernier, quoi. Voilà. Et c'est tout. Bonjour Arnaud, imaginons que tu sois rentier et que tu décides de te consacrer à la photo. Si je t'obligeais à ne te consacrer qu'à un seul domaine photographique pour le reste de ta vie, quel serait-il ? C'est un peu une question de merde ça, parce que justement ce que j'aime en photo, c'est qu'on peut tout faire. Exemple, prenons un mec qui est passionné de montgolfière. Il est passionné, donc il aime ça toute l'année. Mais il peut voler que quelques jours par an. En tout cas, dans la région, il peut voler que quelques jours par an. Donc c'est une passion qui est extrêmement frustrante. La photo, il n'y a pas ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit dehors, dedans, tout seul, avec des amis, avec des modèles, avec une fille à poil, avec un ananas, avec une araignée monstrueuse, avec une pluie d'étoiles filantes, il y a toujours un truc à faire. Et c'est ça que j'aime bien en photo, c'est que à n'importe quel moment, je peux dire, tiens, j'ai un sujet photographique. Et c'est ça que j'aime bien en photo, c'est qu'on peut en faire avec tout le temps, partout. Donc, être rentier et ne faire que de la photo, ouais, carrément. Me consacrer à un seul sujet, ça serait nettement plus dur. Mais si je devais le faire, peut-être un truc du genre photo animalière, surtout le genre qui m'obligerait à aller à l'autre bout du monde. Là, je pense que je pourrais me contenter de ça. Combien de fois as-tu tiré sur ce pauvre Robert ? Je ne sais pas, et parce qu'il y en a aussi plein qui posent la question, ça arrivera encore. C'est un running gag, c'est le concept du running gag, ça va arriver encore bien de fois. Alors, question pour le pervers. Comment fait-on pour prendre en photo la voisine sous la douche, par la fenêtre de sa salle de bain, quand elle habite au 7e étage et moi au 2e ? Il y a eu beaucoup de j'aime aussi sur cette question. Alors, déjà, tu vas pas la prendre en photo par la fenêtre, parce que Robert Capa disait si ta photo est ratée, c'est que tu es trop loin. Alors ce que tu vas faire, tu vas t'acheter un appareil photo, peu importe lequel, de préférence un réflexe, parce qu'un réflexe ça fait pro. Ensuite, tu vas te trouver un local. Pareil, le local, à la limite, on s'en branle, ça peut être une cave lugubre, c'est pas grave. Et tu vas t'installer un studio. Pareil, le matériel ne compte pas, un drap blanc tendu avec des pinces à linge et 2 lampes de chantier feront l'affaire. Et tu vas aller sur des petits groupes locaux, genre les groupes de ta ville, de trucs comme ça, et tu vas dire que voilà, t'es photographe amateur et que tu fais des photos pour le plaisir, et donc n'importe qui peut venir poser gratuitement. Donc tu vas avoir des familles qui vont venir pour un portrait de famille, tu vas avoir des filles qui vont venir avec leurs copines pour une nouvelle photo de profil sur Facebook. Tu vas avoir tout et n'importe quoi qui va venir, et tu vas faire des photos minables vu que tu connais rien en photo, mais ils s'en foutent, c'est gratuit, la plupart du temps ils s'en branlent. Et dans le lot, donc, tu vas pouvoir repérer des filles. Tu vas voir des filles qui vont te plaire, et donc, comme elles sont venues d'abord de leur propre chef, toi tu les as vues en vrai, tout ça, et tu as dit écoute, j'ai bien aimé faire des photos avec toi, tu veux pas revenir ? C'est toujours gratuit, hein. Et donc elles reviennent, elles refont des photos. Et puis tu leur proposes de revenir encore une fois, et puis encore une fois, jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment en confiance pour venir seules. Et là, vu que de toute façon elles sont déjà bien en confiance, elles t'aiment bien et tout, là tu peux leur proposer de faire du nu. Et alors tu vas leur dire on va faire une séance de charme, une séance de glamour, ou tu vas trouver n'importe quel
mots comme ça pour noyer le poisson, et là tu vas lui dire oh, ben, on va les faire sous la douche. Et donc là, tu n'auras même pas besoin de te cacher derrière ta fenêtre, elle va même t'ouvrir le rideau de la douche. J'ai un léger problème avec les pervers. Je sais que cette question est une blague, hein, mais il y a une semaine de ça, un photographe du coin de chez moi, qui avait, disons, une certaine, je sais pas si on peut dire réputation ou quoi, enfin dans le coin, on savait de qui on causait quand on parlait de lui. Il a pris de la tôle pour viol sur mineur. Voilà. Donc les pervers en photo, moi, hein, voilà. Alors, que penses-tu des groupes d'entrée de photos sur Facebook qui deviennent de l'étalage de science partant dans tous les sens, où les débutants reçoivent des réponses tellement contradictoires qu'ils sont encore plus dubitatifs avec ces réponses qu'avec leurs propres questions? Le vrai problème, c'est pas les groupes, c'est les gens qui les fréquentent. Et le vrai problème, c'est pas les gens qui les fréquentent, c'est leur manque de pédagogie. C'est-à-dire que il y a des gens qui savent plein de trucs, c'est vraiment des têtes, mais ils ne savent pas l'expliquer. Ils ne savent pas se mettre au niveau d'un débutant. Prenons un exemple, on est à la maternelle, et il y a un gamin en 3e année de maternelle, il commence à savoir écrire, et il dit « Maître, comment on écrit ma maison ?» Et là, le maître qui sait tout, il va lui dire « On n'écrit pas ma maison, on écrit mon habitation. » Et là, le gamin, il va le regarder. Voilà. Il faut se mettre au niveau de son auditoire. Et quand il y a un débutant qui vient, qui pose une question de son niveau, il faut lui expliquer que peut-être il y a une ouverture derrière, que ça peut être plus compliqué que ce qu'on lui explique, etc. Mais il faut quand même lui parler dans des termes qu'il peut comprendre. Et il y a des gens... Alors, il y a deux types de gens. Il y a les gens qui font pas exprès, c'est-à-dire ils savent plein de choses, ils savent pas l'expliquer. Bon, c'est voilà, tout le monde ne peut pas être pédagogue. Mais après, il y en a d'autres qui sont juste des « je sais tout ». Moi, je sais, tu ne sais pas, et je vais volontairement t'expliquer ça avec des mots que tu ne comprends pas pour que tu comprennes à quel point tu es bête et je suis intelligent. Et ça, c'est détestable. Mais bon, on ne peut pas refaire le monde. Et le problème, sur un groupe, un forum ou quel qu'il soit, même avec des modos, à peu près tout le monde peut rentrer. Donc, il y a toujours des gens comme ça. On n'y peut rien, mais voilà. Ça, c'est mon avis. Mon avis, c'est que ceux qui donnent leur avis à des débutants devraient être capables de leur expliquer avec des termes qu'ils peuvent comprendre. Alors, as-tu une astuce pour estimer le nombre d'ISO qu'il faut à l'œil nu pour avoir un réglage rapidement? C'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout. Tu peux pas te retrouver dans une situation et dire « Ah, là, il faut 800 ISO ». Non. Parce que déjà, il y a un truc qu'on appelle le triangle de l'exposition qui fait que les ISO, ça va avec le temps d'obturation et l'ouverture du diaphragme. L'un ne va pas sans l'autre, et si tu changes l'un, tu changes les autres. Donc, ta photo, ça va jamais être deux fois la même. Une fois, tu vas vouloir imprimer un mouvement dessus, une autre fois, tu vas au contraire vouloir fixer, une fois, il va y avoir beaucoup de lumière, une fois, il ne va pas y en avoir beaucoup, une fois, tu veux une grande profondeur de champ, une fois, tu veux que tout soit flou. Et donc, tous ces cas sont totalement uniques, et donc, il n'y a pas une bonne réponse. Maintenant, si tu ne sais pas quoi faire avec tes réglages ISO, je vais te dire une bonne chose. Dire que c'est pas bien de monter dans les ISO parce qu'il y a du bruit et tout, c'était vrai. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, on prend un appareil qui a quelques années, il est très bon dans les montées en ISO. Les gens ont gardé ce truc de « il faut pas monter dans les ISO », mais vous savez pourquoi? Vous savez d'où ça vient? Regardez donc un appareil photo numérique d'il y a 15 ans, et montez un peu les ISO, vous verrez ce que c'est qu'une image dégueulasse. Et c'est comme le nombre de pixels. Les gens aujourd'hui se battent encore pour savoir lequel a le plus de mégapixels. Ça date de cette époque-là. Mon premier appareil numérique, il faisait 0,7 millions de pixels. Donc forcément, le jour où j'en ai eu un avec le double, c'était révolutionnaire. Et le jour où j'en ai eu un avec 7 millions de pixels, c'était monstrueux. 7 millions de pixels! Quand on commence avec 10 fois moins, oui. Mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et les ISO, c'est pareil. À l'époque, bon, on avait 100, 200, 400 ISO et c'était dégueulasse. Mais genre, dégueulasse, quoi. C'était les 12 800 ISO qu'on a aujourd'hui, et encore. Et donc forcément, les gens, ils ont gardé en tête, ah oui, mais il faut pas grimper les ISO. Aujourd'hui, on peut, vraiment. Vous faites une photo à 800 ISO, il y a un connard qui vous dit qu'il y a du bruit dessus, c'est des conneries. Je veux dire, une photo à 800 ISO, aujourd'hui, elle est propre au regard de ce qui se faisait il y a 15 ans. Et comme je l'ai déjà dit à longueur de vidéo, ce qui compte, c'est pas la sensibilité ISO, c'est tout le reste. Donc, si vous voulez vraiment pas vous faire chier avec les ISO, passez-les en automatique. Moi, perso,
Quand je suis en reportage, c'est ISO automatique. Et ça marche très bien. Il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a certaines sensibilités qui sont pas terribles. Des sensibilités intermédiaires, des trucs comme ça qui font un peu plus de bruit. Oui, mais on s'en cogne. On s'en cogne. On est en reportage, on s'en fout que l'image soit un peu granuleuse. On s'en contrebranle. Donc vraiment, si vous savez pas quoi faire de vos ISO, vous les mettez en auto et c'est très bien. J'aimerais te voir avec un bon gros délire capillaire sur cette FAQ. Allez, s'il te plaît, ça sera notre cadeau de Noël à tous. Je sais pas quoi faire avec mes cheveux, je suis pas coiffé, je me coiffe jamais. En gros, ma coiffure, c'est ça. Voilà. Donc un délire capillaire, j'ai pas vraiment envie de me raser exprès pour la vidéo. Je vais avoir froid à la tête après. Salut Arnaud, beaucoup de monde considère qu'il faut photographier en mode priorité ouverture, mais pourrais-tu nous dire à quel moment utilises-tu le mode priorité vitesse et à quel moment passes-tu en tout manuel? Alors, pour moi il y a une petite question subsidiaire là-dedans, c'est le mode manuel qui est le mode vrai photographe et les autres modes qui sont des modes pour assister. Les gens qui sont assistés, donc qui ne sont pas des vrais pros, tout ça. Le mode ouverture est effectivement le mode que j'utilise 95% du temps. Et les collègues que je connais qui font du reportage, c'est pareil. Ceux qui utilisent plus le mode manuel sont ceux qui bossent en studio, ou la nuit, ou des trucs comme ça. Mais quand on est en reportage, c'est mode ouverture. Pourquoi ? Il m'est arrivé de voir des gens en reportage, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo avec ceux qui sont là pour se la péter, ils prennent une photo en reportage entièrement en manuel. Et donc ils font une première photo, ils regardent, elle est un peu sombre, bon je vais la refaire. Alors, ce coup-ci elle est un peu claire, je vais la refaire, ça y est, ils ont trouvé leur expo. Et pendant ce temps, le truc, ça s'est passé, quoi. Ils ont raté 2 photos avant de faire la bonne. Mais pourquoi ? Parce que, oui, mais les autres modes, c'est pas des vrais modes. Le mode manuel, c'est le seul vrai mode. C'est pas vrai. C'est comme dire, ah, moi, j'utilise jamais l'autofocus, hein, parce que l'autofocus, c'est un truc d'assister. Non. L'autofocus, c'est un outil. Et le pose-mètre de l'appareil, c'est aussi un outil. Et un vrai professionnel, un vrai bon photographe, il est capable d'exploiter tout le potentiel des outils qu'on met à sa disposition. Le pose-mètre de l'appareil, c'est-à-dire la cellule qui détecte la luminosité globale de la scène et qui va ajuster l'exposition en conséquence, est très efficace. L'appareil que j'utilisais en argentique, mon vieux F601, il le faisait déjà très bien. Et c'est un appareil qui est sorti quand ? En 89 ? Un truc comme ça, je crois. Il le faisait très bien, il a 30 ans le truc. Bientôt. Donc il n'y a vraiment pas à se méfier des appareils d'aujourd'hui pour ça. Utilisez le pose-mètre, utilisez le mode ouverture, il n'y a aucun problème avec ça. Le mode ouverture, c'est bien quand on veut figer un sujet. Il y a une scène qui se passe, je m'en fous du mouvement, je veux la figer, le mode ouverture c'est très bien. Comme ça vous choisissez votre profondeur de champ, hop, nickel. Vous avez un mouvement que vous voulez retranscrire. Vous voulez du flou de mouvement quelque part. Là, on utilise le mode vitesse. Vous évaluez la vitesse du truc qui se déplace devant vous, que ce soit une voiture, un piéton, un avion de chasse, vous n'allez pas utiliser le même temps d'ouverture. Mais vous allez le choisir quand même vous, et l'appareil gérera le reste. Et après, quand vous êtes dans une situation où, 1, vous avez le temps de faire votre photo, et 2, vous ne pouvez pas utiliser les autres modes, là, utilisez le mode manuel. Ça veut donc dire en studio, j'ai le temps de faire ma photo, et je veux vraiment tout régler au poil de derche. Donc je vais régler un flash, un autre, une lumière continue, machin, et donc je veux un temps d'obturation à la vitesse de synchronisation de mon appareil, je veux, je sais pas, n'importe quoi, bon voilà. Là je vais utiliser le mode M. Je suis de nuit, je veux faire une photo de paysage, je sais que c'est des conditions de lumière très difficiles, donc je vais me mettre en mode manuel, et je vais essayer 1 ou 2 fois jusqu'à avoir ce que je veux. Là on utilise le mode manuel. Mais les mecs qui disent il faut utiliser le mode manuel parce que c'est le seul mode vrai, le seul mode des vrais photographes et tout, c'est juste un connard pédant, quoi. C'est juste quelqu'un qui essaye de briller par rapport aux autres parce que je fais des photos pas terribles, mais moi au moins j'utilise le mode manuel. Salut Arnaud, peux-tu nous donner un exemple concret de ton workflow pour le traitement de tes images photos ? Ça mériterait plusieurs vidéos, rien que tout ça. Va voir les vidéos de Seb sur le sujet. Il a fait quelques vidéos sur le workflow sur Lightroom. Je fais à peu près pareil. 2-3 petits trucs qui changent, mais grosso merdo, c'est ça. J'ai appris un truc il n'y a pas longtemps, c'est que pour trier les photos, il vaut mieux utiliser par exemple Bridge, le logiciel Bridge. Parce que sur Lightroom, quand on charge les photos, il y a toujours un petit temps entre chaque photo qui fait qu'on perd du temps, surtout quand on en a 3000. Avec Bridge, il n'y a pas ça. Elle s'affiche tout de suite en grand, bien et tout.
Donc voilà, ça serait une astuce, faites le tri de vos photos sous Bridge, et ensuite importez ce qui reste dans Lightroom. Voilà. Sinon, pour le reste du workflow, regardez un petit peu les vidéos de Seb. Ouais. Dans la carrière d'un débutant amateur, il y a des phases. Au début, on ne comprend pas le boîtier, ensuite les réglages, ensuite ça vient, les images deviennent de mieux en mieux, puis gentiment on regarde en arrière, on a le sentiment de progresser, jusqu'au moment où on a l'impression de ne plus faire que de la daube. Est-ce que c'est grave, docteur? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. C'est pas grave, au contraire, c'est bien. C'est-à-dire que, si tu considères que tes photos sont bonnes, t'avances pas. Ok, tu te complais dans ce que tu sais faire. Ok, je sais faire ça, c'est bien. Voilà, tu n'avances pas. Si tu te dis que ta photo c'est de la daube, c'est parce que tu vois des défauts. Et la prochaine fois que tu feras une photo, tu repenseras aux défauts de la précédente et tu t'efforceras de ne pas refaire les mêmes. T'en feras d'autres et tu les verras. Et la fois d'après, tu t'efforceras encore de ne pas refaire les mêmes, etc., etc. Et donc c'est ça qui fait progresser. Et je connais des photographes qui sont absolument excellents. Et quand ils regardent leurs photos, ils disent « Ouais, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. » C'est ça qui fait progresser en fait. C'est l'état d'esprit. Si tu veux progresser, c'est l'état d'esprit. Si tu commences à faire des photos et dire « Oh putain, je suis vraiment trop bon », c'est là que tu commences à devenir mauvais en fait. Quelle serait pour toi la photo que tu as toujours voulu faire sans jamais y arriver, et quel type? La photo qui finira en première page de tous les journaux, qui m'emmènera peut-être à la télé, qui fera de moi un photographe. Un vrai photographe. Le genre dont on parlera dans les écoles de photo dans 50 ans. Ça, c'est une photo que j'aimerais bien faire, et que j'ai jamais fait, et que j'espère faire un jour. Côté obscur ou lumineux de la force. Je fais des photos de nuit, mec. Alors, tes objectifs pour l'année 2016, comment te sens-tu par rapport à ta chaîne? Comptes-tu la faire évoluer? As-tu des projets? Bref, on veut des news. Je me sens bien par rapport à ma chaîne. La faire évoluer, oui, le but c'est pas de trop stagner, mais dans quel sens, je sais pas encore trop. Et les projets, ouais, j'en ai quelques-uns, mais je vais rien dire parce que cette année, à chaque fois que je disais je vais faire ça, il y avait une couille. Alors je suis pas superstitieux, mais je veux dire à un moment il faut arrêter. Je vais rien dire parce que sinon ça va pas se passer. Donc je vais rien dire. Mais il y a des trucs que j'ai prévus. Ouais. Quel thème as-tu le plus de plaisir à photographier? Je vais passer pour un psychopathe, mais les faits divers. Quand il y a un meurtre, un incendie, une émeute, une catastrophe naturelle, ça, ouais, je prends mon pied. Ouais, ça fait psychopathe, mais des fois, je me retrouve dans des situations, je sais pas, vous avez déjà vu des photos dans certains journaux, d'émeutes ou des trucs comme ça j'adore faire. Et ce sont en général des trucs où je rentre, où je sens la suie, où je suis couvert de merde, j'ai déjà pris des coups, rien qui m'a foutu KO, hein, mais bon, des fois je me suis bien fait bousculer. J'aime bien l'action, j'aime bien quand il se passe un truc et quand c'est un peu violent. Dans le sens, pas forcément contre moi, j'aime pas forcément les tripes accrochées au mur ou quoi, mais il se passe vraiment quelque chose. Il y a un espèce de truc grisant là-dedans, dans le reportage, voilà. Je pense pas que je pourrais faire reporter de guerre, je pense que j'ai quand même un petit peu plus envie de rester en vie que ça, mais clairement, une ambiance un petit peu malsaine, j'aime bien, genre, je prends rarement autant mon pied en reportage que pendant une émeute. Quand les manifestants commencent à se foutre sur la gueule, là je m'éclate. Mais ça fait clairement de moi un psychopathe, ouais, c'est clair. Comment savoir si on est un photographe du dimanche avec un peu de technique ou un photographe qui réalise globalement de bons clichés alliant technique et artistique? Tu es un artiste quand tu décides de créer quelque chose qui ne sert à rien. Si tu crées des choses qui servent à quelque chose, t'es un artisan. Si tu crées quelque chose juste pour le plaisir de créer et que ça ne sert à rien, à part éventuellement être beau, tu es un artiste. Mais tu peux être un mauvais artiste, ça existe aussi. Tu es un artiste uniquement parce que tu décides de l'être. Donc si tu dis aujourd'hui j'ai envie de faire une photo, une belle photo, et je vais aller faire ma belle photo, voilà, tu es un artiste. Après, est-ce que tu es bon, ça c'est une excellente question. C'est une question, je pense, qu'il vaut mieux ne pas se poser du tout. À partir du moment où tu cherches à devenir un grand artiste, je pense pas que tu es sur la bonne voie. Il vaut mieux juste faire ce que tu aimes pour le plaisir,
Forcément, tu vas chercher à progresser tout ça, hein, c'est voilà, à expérimenter de nouvelles techniques ou à en maîtriser d'autres, etc. Mais tout ça, ça sert uniquement ta manière de faire des photos, ton plaisir de faire des photos. Et si tu prends juste plaisir à faire des photos, même pas forcément pour les montrer, mais juste pour dire j'ai fait une belle photo pour moi, là tu commences un petit peu à te détacher de toutes ces contraintes qu'on essaye de nous imposer, etc. Tu fais vraiment ce que tu veux pour toi. Là tu commences à être un artiste. Si tu fais des photos pour les autres, t'es peut-être pas encore tout à fait un artiste accompli, je dirais. Après, il y a des artistes qui font des photos pour les vendre et pour en vivre. Oui, bien sûr, ça marche aussi, mais à un moment, il faut quand même d'abord le faire pour soi. Pratiques-tu la photo argentique? Si oui, penses-tu faire une ou des vidéos d'initiation ou de perfectionnement à ce sujet? Moi, ce qui m'emmerde dans l'argentique, c'est les consommables. Ça, et développer les photos dans les chiottes, ça va 5 minutes. J'ai toujours un problème avec les consommables. C'est pour ça que je fais pas de tirage moi-même, par exemple, parce que c'est toujours quand t'as besoin d'en faire que putain t'as plus d'encre, plus de papier, plus de machin, plus de trucs. Et l'argentique, en fait, c'est pareil. Puis putain, ça coûte du fric. Alors vous allez me dire, oh le mec, il a 2 5D Mark III. Oui, mais une fois que je les ai, je dépense plus d'argent. Je prends mes photos, et là, si maintenant je veux aller faire une photo, ça me coûte rien. Si je veux faire une photo argentique, je vais cramer une péloche, du papier, des bains, tout ça. Donc l'argentique, là, franchement, je suis vraiment dans une période où j'ai pas du tout envie d'en faire. J'en ai fait. Mais là, j'ai pas du tout envie d'en faire, et puis j'ai juste fait du noir et blanc, et puis je peux pas dire non plus que j'étais exceptionnel dans le domaine. Donc je suis pas vraiment certain que je serais le plus à même de faire des vidéos sur le sujet. Mais il doit y en avoir, cherchez, il doit y avoir du contenu sur YouTube. Peux-tu nous faire un petit récapitulatif de ton parcours de photographe jusqu'ici? Comment as-tu commencé, comment as-tu progressé pour en arriver jusqu'ici, et les enseignements que tu en as tirés? C'est compliqué comme question. Comment j'ai commencé, je sais plus. C'était il y a très longtemps. Et je me suis posé la question de devenir professionnel que quand je me suis surtout rendu compte que je voulais pas aller dans l'éducation nationale. Et là, après, progresser pour en arriver jusque-là, ça se fait un jour après l'autre, hein, petit à petit. De toute façon, quand tu te lances dans une activité, tu as des opportunités. T'en as pas tous les jours, mais régulièrement il y en a, il faut être capable de les saisir. Ensuite, les enseignements que j'en ai tirés, bah déjà il y a ça. Et il faut travailler. C'est pas un truc qu'on peut pas dire, ah tiens maintenant je suis photographe professionnel, je crée ma boîte, je pose mon appareil sur mon bureau et j'attends que les clients appellent. Non. Il faut bosser, il faut beaucoup bosser, il faut vraiment être capable de s'auto-gérer, parce que si t'attends sur quelqu'un pour te pousser, pour te mettre des coups de pied au cul, tu n'y arriveras pas. Il faut un moment que ça vienne de toi. Ça, c'est important. Et être vendeur. C'est bien beau de faire des photos, si tu n'arrives pas à les vendre, voilà. Je suis très mauvais commercial. C'est pour ça que je vis pas encore très bien. Mais je vais faire des workshops sur le sujet, je vais prendre des cours, je vais machin, pour devenir un meilleur vendeur. Je continue à essayer de devenir un meilleur photographe aussi, bien sûr. Mais c'est important d'être capable de vendre. Tu fais les meilleures photos du monde, tu les vends pas, tu n'arrives pas à en vivre, quoi. Bon, apparemment, tes fans veulent en savoir plus sur toi que sur la photo. Ouais, ça arrive souvent dans les FAQ. C'est pas grave, c'est marrant. J'aimerais savoir comment tu as réalisé ta vidéo de macro, 50 mm et tube à longe, à main levée, surtout les changements de profondeur de champ. Ça relève du miracle pour moi. Il n'y a pas de changement de profondeur de champ. Je suis toujours à 5-6 sur mes bagues à longe. Je me déplace, juste. Vous avez été pas mal à me poser la question. Donc je ferai une vidéo dessus à l'occasion. Parce que bon, en plus c'est vrai que c'est un truc qui demande vraiment pas de matos. Mais en attendant, jetez déjà un petit coup d'œil à la vidéo sur la macro, sur le 51.8, avec le rouleau de PQ. C'est exactement le même principe. Alors, je fais un peu de light painting et je voulais savoir si tu avais des conseils pour une composition réussie et avoir des effets sympas. Une composition réussie, non. C'est comme demander comment je compose une photo. C'est trop vague comme question, je peux pas y répondre. Pour ce qui est les effets sympas, il y a des groupes sur Facebook, des pages sur internet, un peu partout, de gens qui font du light painting et qui montrent leurs différents outils, leurs différentes loupiottes, les différents trucs qu'ils prennent pour faire de la lumière. Tu trouveras de l'inspiration en regardant ce genre de trucs. T'entraînes-tu sur une idée ou fais-tu ça sur le moment quand tu as trouvé le cadre? Toujours pour le light painting. Pareil, ça dépend des fois. Une fois, je vais voir un truc, je vais dire putain, là il y a une photo à faire. Et une autre fois, je vais dire tiens, je tenterai bien ça, mais il va falloir que je trouve la déco qui va avec. J'ai pas de règles. Quel type de télécommande me recommandes-tu? 30 secondes, ça fait vraiment court pour une compo. Pareil, n'importe quelle télécommande, tu peux bloquer le bouton en mode bulb, tu peux faire une pause de 2 heures si tu veux. Je te le conseille pas, mais tu peux faire une pause de 2 heures.
Penses-tu que le monde de la photo connaîtra de nouvelles révolutions technologiques ou techniques d'ici quelques dizaines d'années? Si tu parles des révolutions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'invention de l'autofocus, du zoom, du numérique, ou ce genre de trucs, bien sûr qu'il y en aura encore, ça va pas s'arrêter, les mecs ils veulent continuer à vendre du matos, donc ils vont devoir continuer à innover. Pour ce qui est des grandes révolutions, à vrai dire, j'en visualise pas trop, parce que depuis qu'on met une photo sur un papier ou un truc n'importe quoi, il n'y a pas vraiment eu de révolution. Je veux dire, ce qu'on faisait à l'époque, on peut encore le faire aujourd'hui, et vice-versa. Je veux dire, aujourd'hui, tu prends un mec avec une chambre photo qui va te faire... il peut te faire une photo que toi, tu vas faire autrement. Alors, avec moins de confort, peut-être qu'il y a des sujets un peu rapides où il aura du mal ou quoi, mais concrètement, la photo, là-dessus, elle n'a pas changé. Il n'y a rien qui a vraiment révolutionné la manière de faire la photo. J'ai envie de dire, même pas la couleur, vu qu'aujourd'hui, on continue à faire du noir et blanc. Donc, je pense pas que demain, il y a un truc qui va apparaître et qui va radicalement changer l'approche que les gens ont de la photo. Il y a peut-être un truc, c'est que le fait qu'aujourd'hui tout le monde a un appareil photo dans la poche a sûrement bien changé l'approche que les gens ont de la photo, mais techniquement, artistiquement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc là-dessus, je pense que toutes les innovations technologiques qu'on pourrait avoir ne changeront pas les photos. Oui, il y aura moins de bruit, il y aura plus de pixels, il y aura plus de machin, d'accord. Mais au fond, ça sera toujours les mêmes photos. Par contre, oui, il y a des innovations technologiques qui s'annoncent, qui sont plutôt intéressantes, genre la pleine optique, c'est-à-dire on peut refaire la mise au point après avoir pris la photo, ça c'est pas mal. Les très hautes sensibilités, je pense au Sony Alpha 7S II, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui monte à 409 000 ISO. Un demi-million d'ISO quasiment, quoi. C'est un peu dégueulasse, mais il peut, quoi, déjà, c'est déjà pas mal. Ça, c'est des trucs qui vont nous faciliter la vie. C'est comme je disais dans la dernière vidéo, c'est du confort. Mais après, le confort, c'est bien. Hein. Est-ce que tu aimerais réussir à créer un nouveau mouvement ou une nouvelle technologie en photo? Quoi, technologie, faut pas compter sur moi. Maintenant, un nouveau mouvement artistique ou un truc, ouais, j'aimerais bien. Mais alors là, franchement, je vois pas par où commencer. Quel est ton premier boîtier et la première photo dont tu es fier? Je crois que j'en avais déjà parlé, ça c'est le Nikon F601, qui est un argentique et qui n'est techniquement pas à moi, il est à mon paternel. Mais bon. La première photo dont je suis fier, ça va être difficile à dire. Pareil, je m'en servais déjà il y a 16-17 ans de cet appareil, facile je dirais. Je sais plus, mais bon, peu importe. Il y a une photo, je dirais, qui m'avait quand même pas mal rempli de fierté. C'était à une époque où il n'y avait pas internet si, mais je veux dire, il n'y avait pas de groupe F1.4, il n'y avait pas de chaîne YouTube, il n'y avait pas de trucs comme ça pour expliquer des techniques. Et une fois je vois une photo d'orage, je me dis, ah c'est beau quand même, mais comment c'est fait? Je me pose la question, je sais pas du tout où je vais, je me demande comment c'est fait, et parce que je me suis immédiatement rendu compte qu'on pouvait pas voir un éclair, appuyer sur le bouton et prendre la photo. Question de réflexe, c'est pas possible. Donc je me suis dit, comment est-ce que ça peut bien être fait? Et puis je vois une photo avec 3 éclairs dessus, ou plus, hein, je sais plus, enfin bon, je vois une photo avec plusieurs éclairs, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est une pause longue, il y a eu plusieurs éclairs, ils se sont tous foutus sur la même photo. C'est là que j'ai pigé le truc. Et je me suis dit, je vais essayer. J'ai laissé une péloche, péloche de 36 poses, il y en avait 35, il n'y avait rien dessus. Et il y en a une, j'avais un petit éclair tout misérable et tout, mais je l'avais. Et donc là, j'étais très fier de moi, parce qu'à partir d'une simple déduction, à partir vraiment de rien, j'ai réussi à faire ça. J'étais vraiment fier de moi sur ce coup-là. Cette photo, pour remettre la main dessus, en plus, objectivement, elle n'était pas terrible, si mes souvenirs sont bons, donc bon. Mais ça, j'étais très fier, ouais. Et elle était faite avec un Nikon F601. Et une péloche entière. Pour une photo. C'est pour ça aussi que le numérique, c'est bien, quoi. Quel moniteur conseilles-tu pour traiter ces photos? Alors, au risque de répondre à côté, pour tous ceux qui seraient tentés d'acheter un moniteur super cher pour le calibrer, pour machin, tout ça, tapez d'abord sur Google un truc du genre test, vision, couleur, ou un truc comme ça. Et faites un petit jeu sur internet qui vous demande de différencier 2 couleurs qui se ressemblent beaucoup. Il se trouve qu'il y a 80% des gens qui, à plusieurs degrés, ont des problèmes de distinction des couleurs. Ça ne veut pas forcément dire le daltonisme, hein, mais 2 couleurs qui se ressemblent beaucoup, il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire la différence. 80% des gens et une majorité d'hommes. Donc, avant de vouloir acheter un écran super calibré avec 15 000 milliards de couleurs dessus et tout, posez-vous la question de savoir si ces couleurs, vous allez les voir et si ça va changer quelque chose pour vous. Donc faites ce genre de jeu, faites quelques tests et regardez si vous êtes bon ou pas. Et si vous avez des scores trop mauvais, ça sert strictement à rien de prendre un écran super qualitatif, machin, ça fera aucune différence pour vous.
Et pour ceux qui ont des bons scores, moi perso, je fais ça sur mon écran de PC qui est tout juste calibré pour que les couleurs soient à peu près correctes, et ça me suffit. Franchement, voilà, c'est pas un tout petit écart de colorimétrie qui, moi, me pose problème. Sinon, à la limite, si vous voulez vraiment des conseils pour vos écrans, il y a un truc que moi je trouve important, c'est qu'il doit être mat, l'écran. Un écran brillant, c'est ignoble pour développer des photos. Et éviter éventuellement aussi les écrans du type Retina ou des trucs comme ça qui sont beaucoup trop flatteurs. Vous allez faire une photo, elle va vous paraître chouette, vous allez faire un tirage, ça va être tout fade. Parce que ils font en sorte que les images soient belles, mais beaucoup trop belles. Mais surtout un écran mat. Comment ça se passe avec toutes ces personnes dans ta tête ? Vas-tu refaire des vidéos sur des techniques particulières comme la lévitation ? Le but d'à peu près toutes les vidéos, c'est d'explorer une technique particulière, en fait. De temps en temps, je fais un truc qui s'éloigne un peu du sujet, comme la dernière, mais bon, on reste globalement dans du « aujourd'hui, je vous explique une technique ». Vas-tu nous parler de photojournalisme ? C'est une bonne idée. Un peu comme je disais tout à l'heure, les faits divers, tout ça, c'est vrai que c'est des conditions de prise de vue qui ressemblent pas forcément à du studio, quoi. Ou à du reportage de mariage. C'est vrai que ça pourrait faire une vidéo. Maintenant, je sais pas si vous êtes nombreux à vouloir faire photojournaliste, mais ouais. Penses-tu faire un tuto sur comment faire des tutos ? Non, parce qu'en fait, un tuto sur comment faire des tutos, ça serait, voilà, vous prenez votre caméra, vous déblatérez des trucs dedans, vous faites le montage, terminé. Non. En fait, l'important dans un tuto, c'est d'être pédagogue, d'être capable d'expliquer quelque chose, et ça, je peux pas vous l'apprendre. Ça peut s'apprendre, mais il faut des années et il faudrait 3 chaînes YouTube. Donc si vous êtes pédagogue, vous arriverez de toute façon, simplement en écrivant un article, à le rendre intéressant pour les gens. Si vous n'êtes pas pédagogue, vous pouvez faire la meilleure vidéo du monde. Si vous n'êtes pas foutu d'apprendre quelque chose à quelqu'un, peu importe la production de la vidéo, la qualité de la production de la vidéo, ça sera quand même de la merde. Parce que le but d'un tuto, c'est que les gens apprennent. Et vous apprendre à apprendre aux gens, c'est quand même compliqué. Il y a un conseil éventuellement que je peux te donner, c'est mets-toi au niveau des gens à qui tu essaies d'expliquer quelque chose. As-tu des photographes historiques qui t'inspirent dans ton travail ? Si oui, lesquels ? Oui, il y en a beaucoup. Si je dois en citer un, je vais dire Capa. Pas forcément dans les photos qu'il a faites, parce qu'elles sont quand même très floues, même si c'est pas un problème, c'est ce que je dis toujours, mais c'est son approche de la photo que j'aimais bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, si ta photo est ratée, c'est que t'es trop loin. Ça, c'est Capa qui l'a dit. Et ça, je suis genre totalement d'accord. J'aime être au cœur de l'action, et puis j'aime qu'il y ait de l'action aussi. Et ça, c'est des photos que j'aime bien. Donc ouais, je dirais Capa. 2 questions pour moi qui sont plutôt branchées paysage. Pourquoi favoriser les focales fixes pour des photos d'orage ? Non. Moi, j'utilise un 16-35 et le 50-1.8. Donc non. Et puis j'espérais prendre de belles photos d'aurore boréale avec un 60D plus fisheye Samyang. Toi, il faut que tu regardes la dernière vidéo sur l'investissement. Normalement, elle répond à ta question. Mais les focales fixes en orage, non. Souvent même, on ferme le diaph. Donc à quoi bon avoir un truc qui ouvre à mort et tout ? Non. Puis les orages se déplacent. Une fois ils sont près, une fois ils sont loin. Focale fixe ou zoom, franchement, J'ai beaucoup apprécié ta série de vidéos concernant l'astrophotographie. As-tu d'autres projets dans les cartons sur le même thème ? Si il se présente un truc, ouais, mais sinon, bon, je vais pas non plus faire que de l'astro, parce que faut quand même que je fasse des trucs qui intéressent un peu tout le monde. Mais de l'astro, oui, il y en aura sûrement encore. Dès qu'il y aura un phénomène céleste un peu intéressant, ouais, il y aura une vidéo sur le sujet. Voudrais-tu faire des tutoriels photos à thème ? C'est-à-dire, par exemple, pour chaque saison, événements météo, les fêtes comme Noël, événements sportifs, machin. J'ai fait des trucs genre, tiens, il y a une éclipse, apprenons à photographier une éclipse. Maintenant, un thème genre Noël... quelque part, toutes les vidéos ont un thème. Dans tes vidéos, tu incarnes différents personnages. Ces personnages sont-ils tous une face cachée de ta propre personne, ou en d'autres termes, es-tu schizophrène ? Je suis un peu schizophrène. C'est sûr que dans les vidéos, c'est marrant et tout, mais je suis comme ça dans la vie aussi, un peu... J'ai aussi un peu les fils qui se touchent dans la vie. Ceux qui m'ont vu à Paris le savent et peuvent confirmer. Il y a des gens qui changent de trottoir quand ils me voient. J'exagère un peu, ils n'ont pas le temps en général quand ils me croisent. Mais non, oui, je suis
Je sais plus qui disait je suis pas bizarre, je suis une édition limitée, c'est un peu ça, mais je n'ai absolument aucune considération pour ce que les autres pensent de moi. Je n'ai pas peur du ridicule ou ce genre de choses, donc je me comporte comme je veux bien me comporter, et donc des fois oui je suis un peu étrange. Une fois ceci dit, les différents personnages ne sont pas des facettes de ma personnalité, ce sont des personnages que j'ai créés pour m'en moquer. Parce que ce sont des personnages qu'on voit régulièrement dans le monde de la photo. Vous allez sur un groupe de photos avec un mec qui demande « je voudrais faire de la macro, qu'est-ce qu'il me faut ?» On peut lui dire « achète-toi 3 bagues à longe à 15 €, les 3, essaye de t'amuser avec, et si ça te plaît, tu pourras toujours prendre autre chose. » Donc le mec, il a investissement zéro, quoi. Je veux dire, 15 €, il a pris aucun risque. Hein. Et à côté, il y a le mec qui dit « c'est pas compliqué, tu prends un objet de série L, f2.8, le 100 mm, à 1000 €, il est super bien. » Voilà. Et vous avez déjà reconnu l'intonation de voix. Hein. Et comme ça, il y en a tout le temps. Et je veux dire, le mec, il a jamais fait de macro, il a envie de s'essayer à la macro, il faut acheter un objet à 1000 € pour après peut-être se rendre compte que c'est un sujet qui lui plaît pas, ça fait un peu chier, quoi. Donc, des rupins, il y en a tout le temps. Et puis, comme je disais, hein, des fois, il y en a, ils se tremballent avec 15 tonnes de matos juste parce que c'est des bons photographes comme ça. Et la dernière vidéo que j'ai faite sur l'investissement, j'ai eu énormément de commentaires qui m'ont dit « je suis d'accord avec toi, mais en fait tu racontes que de la merde, c'est pas vrai ». J'en ai eu plein des commentaires comme ça, et ce qui prouve bien qu'il y a des tas de gens encore qui ne jurent que par leur matos, et qui n'ont pas compris ce que j'expliquais en disant que c'était du confort. Ils disent « ah mais je peux pas faire sans ». Si, tu peux, mais c'est plus dur. Ouais, mais c'est plus dur. Oui, c'est bien le concept du confort, c'est que c'est moins facile. Voilà, donc des rupins, j'en vois tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a le personnage du rupin, parce que c'est toujours facile de lui donner la réplique. Le pervers, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y en a encore un qui s'est fait choper pour viol sur mineur, donc forcément, voilà, ça me gonflait, j'avais besoin d'extérioriser ça avec un personnage sur lequel je pouvais tirer. En vrai, parce que si je le faisais dans la vraie vie, je ferai les tutos depuis la prison de Mesqueleux ou un truc comme ça. Et le puriste, c'est juste le genre de mec qui m'énerve et qu'on croise aussi tout le temps. Genre le mec qui dit qu'on ne peut shooter qu'en manuel, par exemple, alors que c'est pas vrai. Le conspirationniste, je l'avais créé parce que j'ai éventuellement une idée de vidéo qui lui serait dédiée. Je l'avais un peu improvisé, ce personnage, c'est pour ça qu'on ne le voit pas trop. Mais il va probablement revenir à un moment ou à un autre aussi. Archibald reviendra pour les vidéos sur l'histoire. Dès que j'en referai, forcément il reviendra. Je crois que c'est mon préféré parce que je le trouve plus charismatique que les autres. Et enfin, je sais pas, je l'aime bien. Voilà. Après, je sais pas, il y en aura peut-être d'autres aussi à un moment ou à un autre si je trouve une bonne raison de les créer. Mais non, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Mais je suis complètement barge quand même. Est-ce que tu utilises des harnais photo? Si oui, lequel me conseilles-tu? Je l'ai pas là devant moi. Le Trekking. Je te dis Trekking, c'est la marque. De toute façon, il n'y a pas 15 000 modèles. En gros, ils ont une sangle pour un seul appareil photo. Donc c'est déjà une sangle rembourrée que j'utilise aussi qui est bien. Et ils ont un harnais que tu mets vraiment sur les épaules et qui fait pas mal au cou, du coup. Par contre, ils portent qu'un appareil. Et il y a un petit accessoire à acheter qui coûte pas une fortune, je sais plus, 15 € aussi, un truc comme ça, que tu rajoutes dessus pour pouvoir porter 2 appareils. Et ça, c'est ce que j'utilise en reportage quand je dois partir toute la journée. Et le soir, j'ai pas mal au dos. Donc le harnais Trekking. Voilà. À quand une vidéo sur le flash, les différents modes, comment faire du strobe, tout ça? Je suis pas flash. Donc, non. Bonjour Arnaud, merci pour tout. Comment lire une photo? Comment critiquer une photo? Et à quand un groupe de critique photo avec un système pour faire évoluer les nouveaux amateurs et les pros en même temps? Sur les groupes qui existent déjà, on oublie les nouveaux au bout d'un moment. Encore merci. Et tout de suite, j'ai une autre question qui dit comment penser ou interpréter une intention photographique. Donc je vais répondre à tout ça en une fois. Déjà, le groupe critique, c'est mort. Allez sur le groupe F1.4. Oui, je sais, c'est frustrant, mais bon, un groupe photo, c'est beaucoup d'investissement en temps. Il faut le surveiller, il faut le créer, il faut le manager, il faut machin, il faut des modos. Quand je vois comme ça, le boulot que ça fait pour Seb, j'ai pas envie. Donc allez sur le groupe de Seb, il est très bien. Après, forcément, vous soumettez un truc à la critique, il faut être capable de garder un minimum de recul sur ce qu'on vous dit. Il faut être capable de prendre les critiques pour ce qu'elles sont, il faut être capable de faire le tri, la part des choses, etc. Mais voilà, après, c'est comme ça partout. Hein. On peut pas contrôler tout le monde, surtout quand il y a autant de monde dans un groupe. Et donc, l'autre question, comment lire une photo, comment la penser ou l'interpréter, ou comment lire une intention photographique ou la créer, comme un bleu. Quand vous créez une photo, il faut que vous la rendiez accessible
à quelqu'un qui n'y connaît rien. Si vous faites une photo et qu'il n'y a qu'un mec qui a 15 ans de photo derrière lui qui peut la comprendre, c'est une mauvaise photo. Si j'écris une chanson et qu'il n'y a qu'un mec qui a fait 2 doctorats de musicologie qui peut la comprendre, c'est une très mauvaise chanson. Parce que l'intérêt, c'est qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Si le plus grand nombre comprend votre photo, aime votre photo, elle est bonne. Si vous avez besoin de l'expliquer, elle est mauvaise. Quand vous allez dans une expo photo d'un grand photographe, vous avez une photo et elle est toute seule. Il n'y a que dalle, éventuellement un cadre, un truc, mais il n'y a rien sinon. Il n'y a pas ça d'explication en dessous. Et la photo se suffit à elle-même. Vous la regardez, waouh, c'est trop beau. Voilà, et c'est tout. Et vous vous dites pas, oui, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. La photo se suffit à elle-même. Vous avez besoin de l'expliquer, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et comment interpréter une intention photographique, comment penser une intention photographique, comment dire quelque chose dans sa photo de la manière la plus simple possible. Vous pouvez utiliser tout un tas je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas difficiles à comprendre. On utilise des idéogrammes toute la journée. Si je vous mets un panneau sens interdit, vous savez ce que ça veut dire. Si je vous mets un feu vert à côté, vous savez ce que ça veut dire. Et vous savez que les deux veulent dire l'inverse. Il y a plein de codes qu'on utilise et qu'on connaît tous, qui servent à ça. Il n'y a pas que la composition, tout ça, il y a l'histoire qu'on raconte dans la photo. Mais si cette histoire n'est pas claire, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est que la photo ne marche pas. Il faut que quelqu'un qui n'y connaît rien puisse la regarder et l'apprécier. Si votre art est élitiste, c'est que vous êtes un gros comprétentieux. Comme l'argent domine le monde, peux-tu nous conseiller des objectifs fiables ? Alors, si tu veux un objectif fiable, il te faut un objectif vieux. Les objectifs récents avec autofocus, stabilisateur, moteur USM, traitement chelou sur les lentilles, tous ces trucs-là, pièces en plastique, tout ça, c'est pas fait pour durer. C'est con, hein, mais c'est pas fait pour durer. Si tu veux quelque chose qui est fait pour durer, il va falloir que tu prennes un objet qui ait au moins 30 ou 40 ans. Et en plus, au moins, tu seras sûr qu'il a déjà 30 ou 40 ans dans les pattes, donc que normalement, il devrait tenir. Et forcément, il va falloir faire des concessions. Autofocus, stabilisation, tout ça, tu oublies. Mais c'est le prix à payer pour quelque chose de fiable. Et en plus, ça ne sera pas forcément les plus chers. Alors, une petite FAQ sur l'astrophotographie paysagère ou faire une table équatoriale pour faire une photo de galaxie ou nébuleuse. Elle est compliquée à lire ta phrase. Hein. Alors, l'astrophotographie paysagère, tu vas voir la vidéo sur la Voie lactée. Normalement, tu devrais déjà pouvoir trouver beaucoup de choses. Ensuite, la table équatoriale, non. Je suis vraiment pas bricolo du tout. Donc, monter une table équatoriale, c'est juste mort, quoi. Mais il y a plein de tutos, souvent des tutos écrits sur Internet. Tu tapes construire une table équatoriale, tu trouveras sans problème. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une table équatoriale, c'est un peu comme la monture que j'ai montrée pour faire l'astrophoto. C'est une monture pour suivre le ciel. Mais il faut la bricoler soi-même, quoi. Hyperfocale, non. On me demande régulièrement, est-ce que tu vas faire une vidéo sur l'hyperfocale ? Est-ce que tu utilises l'hyperfocale ? Est-ce que tu peux expliquer l'hyperfocale ? Non. L'hyperfocale, je ne m'en sers pas, et je juge pas que ce soit une méthode de mise au point qui... Enfin, moi, j'aime pas. L'hyperfocale, c'est faire en sorte que tout soit net sur la photo au maximum. Évidemment, c'est pas possible, donc il faut toujours faire une concession, il y a toujours des trucs qui sont un tout petit peu flous. Moi, quand je fais une photo, je détermine un sujet, et je dis ce sujet, il est net. Et le reste, comme c'est un petit peu flou, bah, ça fait que le regard est dirigé vers ce sujet qui est net. Si je fais un paysage et qu'il n'y a rien qui est prêt, je fais la mise au point à l'infini, c'est réglé. S'il y a un élément de premier plan, soit je veux qu'on le voit et je vais faire la netteté dessus, soit il est juste là pour faire un cadre, voilà, et donc je vais faire la netteté sur mon sujet, sur le truc que je veux qu'on voit. Donc l'hyperfocale, moi je m'en sers pas. As-tu vu ma Rolex ? Pourquoi vous écrivez tous Rolex avec 2 L ? Rolex, ça s'écrit avec un L. Y a-t-il des objectifs utilisables uniquement avec un plein format ? Oui, si tu essayes de les mettre sur un moyen format, ça risque de pas passer. Mais sinon, si c'est pour la dualité plein format APS-C, non, c'est l'inverse en fait. Le plein format, il a un grand miroir, parce qu'il a un grand capteur. Donc le miroir, il a un gros débattement. Et si tu as une lentille qui est tout près, ça risque de taper dedans. L'APS-C, il a un petit miroir, donc il est forcément plus loin de la lentille, donc il n'y a pas de problème qui claque dedans. Donc il y a des objectifs qui montent sur APS-C qui ne montent pas sur plein format, mais l'inverse, pas que je sache. Ou alors c'est des cas vraiment exceptionnels, mais pas que je sache. Comment organiser le classement des photos ? Thème, date. Alors moi perso, ce que je fais,
quand j'ai une série de photos, quand j'ai fait des photos pour quelque occasion que ce soit, je crée un dossier avec une date, ce que j'ai pris en photo, quoi. Je mets mes photos en vrac dedans, et c'est tout. Je suis un peu bordélique, hein, mais c'est tout ce que je fais, quoi. Donc forcément, si je veux retrouver mes photos, j'ai le moteur de recherche Windows, le truc qu'il y a dans le coin des fenêtres, hein. Je tape le truc que j'ai pris en photo, et forcément, je vais retrouver tout ce qui s'en rapproche. Et je vais forcément aussi avoir un classement par date. Voilà. Moi, je fais pas plus, en tout cas. Aujourd'hui, avec les réflexes, on peut faire de super vidéos. Vas-tu faire des vidéos sur le domaine de la vidéo ou vas-tu rester dans le domaine de la photo? Non, je vais rester dans le domaine de la photo parce que la vidéo, c'est au moins aussi complexe, sinon plus que la photo. C'est pas juste faire 25 photos par seconde, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et non, non. Photo. Comment apprendre à utiliser correctement un appareil photo? C'est con, mais je débute et j'y connais rien. Ouais, mais le problème, c'est que ta question est tellement vague. C'est comment apprendre à conduire, quoi. Ouais. Alors, je peux te donner des pistes. Trouve-toi un club photo, déjà. Comme ça, tu fréquenteras des photographes, c'est toujours mieux d'échanger. Ou fais-toi des potes photographes. Essaie de prendre des gens qui ont vraiment envie d'échanger avec toi, hein, pas des gros cons qui veulent juste te regarder galérer. Regarde des vidéos, c'est pour ça qu'on les fait. Moi, Seb, les autres, tout le monde. Si on fait des vidéos, c'est pour que vous les regardiez, que vous appreniez des trucs. Tu prends un appareil photo numérique, tu regardes toutes mes vidéos, tu as déjà appris beaucoup de choses. Et échange, va sur des groupes de discussion, des trucs comme ça, prendre du recul quand tu vas sur ces groupes, parce qu'il y a des gros cons qui y traînent, mais t'apprendras quand même des tas de choses. Tu découvriras des choses, après tu les expérimenteras ou pas, c'est toi qui vois, mais il faut échanger avec les gens. Ah oui, j'oubliais, il faut pratiquer aussi. On devient C'est quoi l'expression? Ah oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en photographiant qu'on devient photographe. Rien ne remplace l'expérience. As-tu d'autres chaînes YouTube que le Studio de Poche, Astronogeek et la chaîne du Pervers? Non. Un jour peut-être. Est-ce que tu viens au Focus Day en octobre prochain? Il y a de quoi faire de jolies vidéos et c'est plus humain que l'expo à Paris. Je ne savais pas ce qu'était le Focus Day. J'ai cherché sur Google Images Focus Day et je suis tombé sur plein de photos de filles maquillées comme des camions volés debout sur des estrades avec un parterre de 200 ou 300 photographes qui les prennent en photo. C'est pas vraiment quelque chose qui m'attire. Si le Focus Day c'est ça, je suis pas sûr de venir. Et je trouve que c'est très humain, hein. Le salon de la photo de Paris, c'est grand, oui, mais on y rencontre plein de gens. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien, et à échelle humaine. Donc voilà, va falloir me convaincre un peu plus pour le Focus Day, parce que là ce que j'en ai vu... En 2016, tu changes la musique d'intro des vidéos. Non, c'est le concept du gimmick publicitaire. Je ne l'ai pas conçu dans ce sens-là à la base, mais c'est vrai que du coup, ça fait partie de l'identité de ma chaîne maintenant. Si je dis, ou plutôt si je chante, de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi, c'est la ouate. Vous pensez à quoi? Vous pensez à une assurance, quand vous entendez ma musique, vous pensez à moi. Donc il n'y a pas de raison que je la change. Après, bon, par contre, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on m'a dit les vidéos qui sont très longues, c'est chiant d'avoir toujours la même musique répétitive en arrière-plan. Ça, ouais, je m'en rends compte. Sur les vidéos très longues, genre comme aujourd'hui, je vais plus en mettre. Mais les vidéos plus courtes, oui, il y aura le petit truc derrière pour dynamiser un peu et tout. As-tu une réponse pour savoir comment devenir un Canon ambassadeur? Ouais, alors, juste histoire de resituer, en fait, c'était, je crois, sur la page Canon France. Il y avait un débat autour d'un ambassadeur Canon, je sais plus à propos de quoi, et j'avais demandé « Ah oui, au fait, comment on devient ambassadeur Canon ?» J'ai jamais eu de réponse. Bon, ça change pas ma vie, ça pourrait être marrant d'être ambassadeur Canon, mais je... Alors, quel sac photo utilises-tu? J'en utilise principalement deux. Alors, le premier, c'est celui que j'avais tout à l'heure, là. Je sais plus comment il s'appelle, et l'étiquette est effacée, c'est le Adventura 170 de chez Lopro. C'est juste une sacoche dans laquelle je mets mes objectifs. Je n'y mets pas mon appareil photo que j'ai en bandoulière parce que je m'en fous de... Enfin, je veux toujours être prêt à faire des photos et je m'en fous de la pluie, de la poussière ou je ne sais quoi d'autre. L'appareil est fait pour ça, mais j'ai besoin de transporter des trucs, donc le reste je le mets donc là-dedans. Ça c'est pour tous les jours, pour les reportages de mariage, pour tous les autres reportages aussi d'ailleurs, voilà, j'ai ça en bandoulière. Si je veux aller un peu plus loin, je vais prendre celui-là. Toujours chez Lopro, c'est le Flipside 500.
celui-là il s'ouvre derrière. Et voilà. Et celui-là, je mets pas forcément plus de matos photo dedans, forcément ça m'arrive, mais je vais aussi y mettre, je sais pas, un réchaud, une boîte de conserve ou des trucs comme ça pour quand je pars vraiment crapahuter. Il va être plus pratique quand j'ai besoin de mes deux mains. On va dire, dans celui-là, dans le petit, dans la sacoche, je vais avoir mes objets et je vais avoir l'appareil à côté, mais si maintenant je crapahute, je grimpe une paroi ou un truc comme ça, l'appareil qui brinque-balle, c'est pas terrible. Donc là, je peux tout mettre dans mon sac à dos, il est bien fixé sur mon dos et je peux crapahuter comme je veux. Et j'ai de la place pour tout mettre. Flipside 500 et donc Adventura 170, les deux sacs que j'utilise. Si tu devais acheter un appareil photo très low cost pour le faire souffrir, par exemple accrocher un ballon, le descendre au bout d'une corde dans les profondeurs de l'enfer, que prendrais-tu ? Je le fais, mais je prends pas un appareil que je vais faire crever pour la peine. Je prends ça. Forcément, c'est pas low cost, GoPro, hein, mais tu peux le réutiliser. Et puis il y a toutes les fonctions qui vont bien avec ce que tu veux faire, parce que n'importe quel appareil photo, tu dis est-ce que je prends un compact ? Oui, mais ton compact, comment tu vas le déclencher quand tu l'auras balancé dans les tréfonds de l'enfer ? Voilà. Ça, tu peux la contrôler à distance, très bonne qualité d'image, tu peux filmer, tu peux faire des photos, ça passe sous l'eau, ça craint pas les chocs, c'est pour moi le meilleur choc que tu peux faire pour un appareil photo un peu extrême. Mais c'est pas donné. Sinon, il y a le Nikon 1 AW, qui est un hybride, donc on peut changer les objets, et il va sous l'eau. Il est étanche à 15 mètres et il résiste au choc. Tu peux le balancer par terre, je l'ai fait au salon de la photo, il n'avait rien. Merci. De rien. Feras-tu prochainement une interview sur les trackers d'orage ? Évidemment, je parle de ceux qui prennent leur voiture et qui parcourent des centaines de kilomètres. Peut-être. Je voudrais passer de l'hybride au réflexe, j'ai un attrait pour les prises de vue, paysages, phénomènes météo, nuages, orages, astronomiques, bref, le ciel. Mais je suis surtout friand des timelapses. Que me conseillez-vous ? Canon ou Nikon ? Franchement, ça fait aucune différence, Canon ou Nikon ou Pentax ou je ne sais quoi. En fait, ce qui est important, je dirais, s'il y a un truc qui est important, c'est le réflexe. Le réflexe a une ergonomie que l'hybride n'a pas. Sinon, tous les réflexes peuvent faire à peu près la même chose. Bon, ils ont un taux en rafale qui va changer, mais toi, tu t'en fous. Une sensibilité dans les hautes lumières qui va peut-être changer, mais tu vas beaucoup faire des pauses longues, des trucs comme ça, donc tu t'en fous. Je te dirais simplement un réflexe, il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Maintenant, si tu hésites vraiment entre Canon et Nikon, je te dirais Canon, parce que la baïonnette de l'objectif des Nikon est trop fragile. Au prix où on paye ça, c'est une honte. Le mode vidéo chez Canon est bien, j'aime bien. L'ergonomie chez Canon est peut-être aussi un petit peu meilleure que chez Nikon, et surtout, la principale raison pour laquelle je conseille du Canon, c'est que après, quand vous venez me demander des conseils, c'est plus facile pour moi de vous expliquer sur Canon, parce que j'ai beaucoup plus l'habitude. Mais en fait, ça change pas grand-chose, hein, vraiment. Je veux dire, Canon ou Nikon, les deux ont des qualités, les deux ont des défauts. Prends ce que tu veux. Mais la grosse différence avec le réflexe, c'est l'encombrement, le poids, quoi. C'est plus gros qu'un hybride. Mais moi, perso, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si ça te dérange pas non plus, voilà, un réflexe, quoi. J'ai pas de bonne réponse. Quelle progression envisages-tu dans le domaine de l'astrophotographie ? J'aimerais bien une focale un peu plus longue, ou une monture un peu plus grosse pour la porter, mais ça fait pas partie de mon budget pour le moment. L'astrophotographie, c'est peut-être un des seuls domaines de la photo où l'argent, ça compte un peu, parce qu'il y a des tas d'objets qui sont très beaux, mais très très petits et très lointains, donc si on veut les prendre en photo, il faut une très longue focale, ça peut aller jusqu'à, 2 mètres, donc forcément, il faut une monture qui est capable de porter ça, et tout ça, ça coûte des sous. Là, c'est pas mon objectif à court terme. Si un jour je peux me payer une belle monture EQ6, je le ferai, mais là, tout de suite, je peux pas, quoi. Mais j'aimerais bien. Que penses-tu du 150-600 de chez Tamron que je m'apprête à acquérir pour assouvir ma passion de l'animalier ? Il est bien. Optiquement, il est très bien. C'est un beau caillou, mais il ouvre à 6.3. Et c'est pas beaucoup. De mon point de vue. Pour de l'animalier, ça se fait beaucoup au crépuscule ou à l'aube. Quand il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière, 6.3, c'est un peu limite.
J'ai photographié le brame du cerf il y a quelques mois, là, 405-6, sériel. C'était vraiment chaud, hein. J'avais pas assez de lumière pendant que j'ai vraiment dû attendre que le soleil se lève, quoi. Donc 6.3, je sais pas trop, hein. Maintenant, si la lumière n'est pas pour toi un problème d'habitude, je veux dire, si tu shootes des piafs en journée ou des trucs comme ça, vas-y, il n'y a aucun problème. Mais sinon, pour moi, 6.3, c'est pas beaucoup. Mais il est bien, sinon c'est un super objet, quoi. Alors, FAQ sur l'importance de la qualité du choix de sa carte SD ou autre mémoire, FAQ qui prend 2 minutes mais que beaucoup négligent en prenant... Vous pouvez pas faire des questions simples. Ouais, en gros, qu'est-ce qu'il faut prendre comme carte SD, quoi. Bon, en fait, il y a un truc, oui, qu'effectivement beaucoup de débutants font, c'est ils prennent une carte SD pas chère parce qu'elle est pas chère, et après ils n'arrivent pas à faire des photos en rafale. Au bout de 3 photos un peu trop rapprochées, l'appareil il plante. Il veut plus, il mouline, il dit attendez, quoi. C'est parce que les cartes SD et CF et toutes les cartes mémoire, en fait, elles ont une vitesse d'écriture. On peut pas écrire plus que un certain nombre de mégaoctets par seconde dessus. Elles ont aussi une vitesse de lecture, mais ça on s'en branle parce que c'est pas le plus important en photo. Mais cette vitesse d'écriture, elle risque de vous coincer si vous pouvez juste faire 1 ou 2 photos et qu'après il faut du temps à la carte pour pouvoir enregistrer ces fameuses photos. Personnellement, j'utilise des cartes CF, donc, qui m'ont coûté un bras, et qui peuvent bouffer 160 mégaoctets seconde, je crois. Et même là, de temps en temps, j'ai des ralentissements. Donc, franchement, pour les cartes SD, prenez des cartes... prenez des bonnes cartes. Mettez peut-être 10, 15, 20 euros de plus que ce que vous aviez prévu, mais prenez quelque chose de bien. Vous aurez peut-être aussi du coup l'occasion de prendre une marque du genre Lexar ou SanDisk, qui sont des marques peut-être un peu meilleures que d'autres, parce que ça m'est arrivé sur des cartes pas chères que le plastique il explose et que la carte soit plus utilisable du tout. Alors imaginez si elle reste coincée dans l'appareil, ou si vous avez des photos importantes dessus, j'en sais rien, enfin prenez une bonne carte, ça, vous n'allez pas vous ruiner avec, hein, mettez, je sais pas moi... Une carte... Là, j'ai une 45 mégabits seconde, 32 gigabits, SanDisk. Ça, je l'avais payé 40 euros. Donc 32 gigas, déjà, vous avez le temps de voir venir. 45 mégabits, si vous n'avez pas de plein format, 35 millions de pixels, il n'y aura aucun problème. Voilà. Mais mettez un petit peu d'argent dedans, c'est mieux qu'une carte qui va peut-être pas tenir la durée, qui vous permettra pas de faire des photos rapidement, etc. Ça risque de vite devenir frustrant, pour 20 euros peut-être. Un petit topo sur le mariage, est-il envisageable un jour ? Peut-être, mais c'est pas au programme. Seb fait d'excellentes vidéos sur le sujet, allez voir les vidéos de Seb. Un petit tuto sur le monochrome noir et blanc, et comment savoir l'utiliser pour mettre en valeur la compo, etc. Oui, un jour, ça me prendra, je ferai des tutos Lightroom, des trucs comme ça, et je parlerai du noir et blanc. Et de plein d'autres trucs. Mais aussi du noir et blanc. J'aimerais bien monter un studio chez moi pour pouvoir faire des séances photos assez régulièrement. Quel matériel recommanderais-tu ? Je suis pas vraiment un spécialiste de la question, hein. Pareil, hein, va voir les vidéos de Blaise. Non, pas de Blaise, enfin si, de Blaise aussi, mais de Seb. Qui a fait pas mal de trucs sur le sujet. Photo en studio, ouais, va voir les vidéos de Seb. Et de Blaise. J'ai vu que tu avais testé les objectifs Samyang, je voudrais te poser une question qui me taraude depuis quelques temps. Est-ce que si je croppe une photo prise avec un 70-200 2.8, je pourrais obtenir un meilleur grossissement qu'avec le Samyang 800 ou 1200 ? Je ne cherche pas vraiment la qualité finale, mais surtout de savoir si un objet lointain sera plus visible avec le Samyang qu'avec un 200 mm normal croppé. Je pense que tu auras de meilleurs résultats avec le 70-200 croppé. À la fin, c'est de toute façon toujours une bouillie de pixels, mais comme le piqué va être meilleur sur le 70-200, je pense que tu auras un meilleur résultat sur le 70-200. Mais, si ton objectif c'est, je sais pas moi, faire de l'espionnage ou un truc comme ça, et que tu t'en fous de la qualité d'image finale, si tu coupes la poire en deux, tu prends un Dobson. C'est un télescope. C'est pas du tout pratique. C'est un truc qui n'a pas de monture vraiment... c'est fait pour viser le ciel, quoi. Mais tu vas avoir 2000 mm de focale si tu cherches bien.
et une qualité optique très bonne. Et là, tu vas avoir un putain de rapport de grossissement, quoi. Mais bon, tu feras pas de la photo sportive avec ou des trucs comme ça, hein, t'y arriveras pas. Mais voilà, ça serait une option. Mais si c'est vraiment juste pour t'amuser, hein, maintenant, voilà, prends le 1200 de chez Samyang, le piqué est potable, mais bon, il ouvre à, je sais plus, f16 ou un truc comme ça, enfin, à part être vraiment en plein cagnard sur trépied, tu peux pas faire de photos. Mais si c'est vrai, enfin, je comprends pas trop pourquoi tu poses cette question, mais si maintenant tu cherches un bon objet et quitte à devoir cropper, ouais, 70-200 de 8, c'est sûrement, avec le 24-70 de 8, les meilleurs zooms qu'on a sur le marché. Tu as fait une vidéo sur ton setup vidéo, pourrais-tu nous dire si ton setup vidéo peut s'appliquer à des photos pour débuter dans la photo de studio en mode amateur? Oui, l'éclairage 3 points, c'est un truc qu'on peut retrouver en studio, mais c'est pas forcément celui qu'on préférera. Donc, encore une fois, je vais simplement répondre, va voir les vidéos de Seb sur le sujet, il fait beaucoup plus de studio que moi, moi je suis plutôt un photographe d'extérieur, donc les vidéos de Seb. Et la dernière, alors, en supposant que ce soit faisable, que représenterait un objectif f0, peu importe la focale, en termes de luminosité, bokeh, etc. C'est pas possible en fait, il n'existerait pas parce que le f quelque chose, c'est pas une valeur, c'est un rapport. Si je prends, on va simplifier, on va pas dire 51,8, on va dire 52, 50 f2. Ce que ça veut dire, c'est que mon objectif il est 2 fois plus long que large, ce qui n'est absolument pas vrai physiquement, c'est une valeur théorique. Mais si vous mesurez la lentille d'un 51,8, vous verrez qu'elle fait à peu près la moitié de la longueur focale. Parce que 1,8 et 2, c'est pas loin. Si je prends un f2, non, je n'ai pas de f2 là. Si vous prenez un objectif 50 mm f2, vous allez avoir une lentille frontale qui va faire 25 mm pour une focale de 50 mm. C'est focale divisé par largeur. C'est pas exactement ça, c'est un peu plus compliqué que ça, je simplifie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut simplifier des fois. Et donc, plus ce rapport est petit, plus l'objectif va être large. Si je prends un 50 mm f1, ça veut dire qu'il est aussi large que long. Donc il va faire 5 cm de large. Si je prends un 50 mm f0.5, il va faire 10 cm de large et 50 cm de long. Et donc f0, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas diviser un truc par 0, ça donne l'infini. C'est pas possible, physiquement. D'ailleurs, physiquement, il y a aussi une limite qui a été théorisée, dont je parle dans la vidéo sur les optiques extrêmes, qui dit qu'on ne peut pas faire un objet physique qui existe, qui ait une ouverture supérieure à f0.5. D'ailleurs, c'est la limite théorique, mais en pratique, je n'en connais pas qui fasse plus que 0.7. 50 mm f0.7, c'est un Zeiss, j'en parle aussi dans la vidéo, allez la voir. Et ce que ça donne un objectif extrêmement lumineux, forcément. C'est un objectif comment il s'appelle ? Kubrick a utilisé dans son film Barry Lyndon pour filmer une scène éclairée uniquement avec quelques bougies. Et la scène, elle est bien éclairée, quoi. Ce qui capte énormément de lumière. Mais la profondeur de champ est ridicule, forcément. D'autant plus que c'est un objectif qui est fait pour un moyen format. Donc la profondeur de champ est d'autant plus ridicule que c'est un machin comme ça. Hein. Voilà. Bon, et ben c'était la dernière question. Je sais pas si vous êtes encore nombreux à regarder la vidéo, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont décroché là. Je sais pas encore ce que ça va donner au montage, mais là, à mon avis, on doit être à plus d'1 heure. Mais bon, c'est le jeu des FAQ. Hein. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis que vous avez trouvé éventuellement réponse à quelques-unes de vos interrogations. Autant que je vous le dise maintenant tout de suite, il n'y aura peut-être pas de vidéo dans 2 semaines, parce que bon, c'est la période des fêtes, je vais peut-être aussi en profiter un peu pour glander. J'ai aussi des amis qui viennent me voir et tout, donc je vais essayer un peu de lever le pied. Et du coup, je vous dis quand même à la revoyure. Donc, à la revoyure.